Mes amis, bien le bonjour. J'ai été choqué par le bilan humain et les circonstances de l'accident d'hélicoptère qui a eu lieu à New York il y a 3 jours. J'étais sur un navire de croisière, je viens seulement d'arriver, donc c'est seulement maintenant que j'ai pu accéder à un Internet digne de ce nom, parce que ces navires, ils ont toutes les qualités, mais le problème, c'est que l'Internet, c'est un Starlink partagé par beaucoup de monde, donc est excessivement lent. J'aimerais vous dire quelque chose. Cet accident a eu lieu le 10 avril. Le 9, le navire était dans un fjord à Olden, en Norvège. Et en fait, il y avait un hélicoptère rouge qui était en train de faire des rotations vers les glaciers. Tout simplement, les glaciers, une fois que tu arrives en bas des fjords, tu ne peux pas les voir juste comme ça. Il faut marcher, il faut prendre des petites voitures électriques, tout ça, qui vont te rapprocher plus qu'autre chose, mais il y a beaucoup de marches et tu vas voir le glacier de loin, voire de très loin. L'hélicoptère te permet d'aller bien l'appréhender, faire le tour, presque le toucher, n'est-ce pas? Ces hélicos, on peut les booker à travers soit la compagnie maritime, soit directement sur le site web de l'agence qui fait ça, leur exploitant, n'est-ce pas? Et en fait, mon épouse m'a dit, tu penses quoi de cet hélicoptère? Et vous savez la réponse que je lui ai donnée, je vais vous la dire, mais juste j'insiste, à cette époque, on est le 9, l'accident de New York n'avait pas eu lieu, donc ce propos n'était pas influencé par l'accident de New York. Je lui ai dit, on est en privé, d'accord, donc je partage avec vous directement, tel que je l'ai dit. Peut-être en ligne, j'aurais mis un peu les formes, j'aurais été un peu plus modéré et tout ça, mais comme j'étais entre nous, donc je cite, je lui ai dit, c'est des engins de mort. Faut pas monter là-dedans, d'accord? Pourquoi je pense ça? Parce que le problème, c'est que les hélicoptères ont deux soucis. Ils ont les soucis liés aux avions. Ça signifie que c'est des aéronefs, c'est des objets qui volent. Donc effectivement, ils peuvent rentrer dans le brouillard et se prendre des câbles électriques, percuter autre chose, hein, comme on a eu à Washington, se prendre un avion. Mais ça, si vous regardez, c'est des types d'accidents qui ne sont pas spécifiques aux hélicos. C'est des accidents qu'on peut retrouver aussi dans des avions. Les avions peuvent aussi perdre le contrôle, peuvent se faire des CFIT, percuter des lignes à haute tension, on en a vu dans ce canal, peuvent rentrer, avoir des abordages, donc se rentrer dedans en vol, des collisions en vol, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le chapitre, on va dire, commun entre les hélicoptères et les avions. Mais ils ont autre chose. Au-delà de ça, ils ont autre chose. Ils ont des fragilités ou des dangers, si vous voulez, qui sont particuliers à l'hélico, on ne trouve pas d'équivalent dans les avions. C'est-à-dire que, par exemple, il y a plusieurs accidents décrits dans ce canal, et très souvent, c'est quoi? Très souvent, c'est la boîte de transmission principale qui va soit s'arracher, soit exploser, soit d'une manière ou d'une autre se désintégrer, n'est-ce pas? Et causer la perte de l'hélico. Il n'y a pas d'équivalent dans les avions. Si vous prenez un avion de type turboprop, beaucoup ont des réducteurs, hein, c'est des boîtes de transmission, n'est-ce pas? Ça ressemble à une grosse boîte de vitesse, un petit peu comme celle d'une voiture, mais il n'y a pas vraiment de changement de vitesse, il y a un rapport de réduction constant, tu peux les imaginer comme si c'était une boîte de vitesse d'une voiture, mais à une seule vitesse. Si ça se casse, ou si ça pose des problèmes ou autre, ça ne va pas causer la perte de l'avion. L'hélico, si. L'hélico, la boîte de transmission principale, eh bien, elle est vitale. L'hélico est construit autour. Je vais peut-être te faire un petit dessin pour clarifier le propos. Je te montre, regarde. Si je veux concevoir de manière très conceptuelle, très schématique, c'est quoi un hélicoptère? Un hélicoptère est construit autour de la boîte de transmission principale. Ça signifie, on fait quoi? On a une boîte comme ceci. Ça, c'est la BTP. N'est-ce pas? C'est une boîte en métal avec énormément de pignons à l'intérieur qui baignent dans l'huile. De manière très simple. Elle a en entrée, on a ici la turbine, le moteur de l'hélico, n'est-ce pas? Qui va envoyer du couple à l'intérieur de la BTP. Et en sortie, on a quoi? On a deux choses. On a verticalement un rotor principal. Et on a tout à l'arrière, on a une autre sortie qui va à une autre vitesse. On a une petite hélice. Ça, c'est le squelette d'un hélico. Après, la cabine, elle est où? La cabine, elle est accrochée à tout ça. Ça signifie ce qu'on va faire. On va avoir des bras. Et puis, on va accrocher l'hélico, on va accrocher les patins,
tout ça, on va mettre des sièges, on va mettre des gens à l'intérieur, et tout, et tout, et tout. Mais en réalité, l'hélicoptère se construit autour de la boîte de transmission principale. Ça signifie la cabine dans laquelle sont les passagers. En réalité, elle est accrochée à la BTP. Donc, la BTP, c'est une boîte qui reçoit d'un côté la puissance du moteur ou des moteurs quand il y en a plusieurs. En sortie, elle envoie de la force ou du couple vers le rotor principal. Elle envoie vers le petit rotor à l'arrière de l'hélico, l'anticouple. Et puis dessus, on va accrocher, n'est-ce pas? On va accrocher la cabine. Donc, c'est vraiment un endroit névralgique de l'hélicoptère. Cet objet, s'il se casse ou s'il se sépare, c'est un événement catastrophique. Quand on dit événement catastrophique, ça signifie que l'hélicoptère est perdu. L'hélicoptère va s'écraser, il n'y a aucun moyen de récupérer, ça ne dépend pas de l'expérience du pilote, ça ne va pas dépendre de sa dextérité, il n'y a aucune checklist, il n'y a rien à faire en fait. Si ça explose et que le rotor s'arrache et tout, ben voilà, tu as un équipement qui va se désintégrer autour de toi, tu es en train de voler, puis soudainement ça se désintègre. Et après c'est la chute, c'est la gravité, à partir de là, trajectoire balistique, et voilà comme vous avez pu voir à New York. Alors, problème, c'est que les hélicoptères, et c'est pour ça que je ne fais pas confiance à ces engins, je n'ai rien contre l'hélicoptère en soi. J'ai quelque chose contre ceux qui l'exploitent. Le problème, c'est que quand vous avez des exploitants comme cette compagnie-là, c'est une compagnie qui est en faillite larvée depuis des années. Et d'ailleurs, peut-être avec cet accident-là, ça va sceller son sort, mais c'est une boîte extrêmement endettée, elle n'arrive pas à tourner. Et quand vous avez des entreprises qui n'arrivent pas à tourner, en particulier dans l'aérien, je trouve personnellement qu'on devrait lier les finances et la sécurité de ces compagnies. Ça signifie si une compagnie d'hélicoptères commence à péricliter sur le plan financier, on devrait peut-être lui interdire d'exploiter les hélicos. Alors quelqu'un va dire, ouais, mais si on fait ça, il n'y a plus aucun hélico en vol. Ouais, c'est ça le problème malheureusement. C'est que c'est des machines qui coûtent très cher à exploiter, et malgré que les touristes payent pour monter dedans et tout, le coût de maintenance réel, si on veut vraiment faire les choses bien, by the book, est tellement élevé que malgré ce que payent les touristes et tout ça, on n'arrive pas à faire tourner. On n'arrive pas à tourner correctement. Et donc on est toujours en deçà, on va dire, de ce qu'il faut pour l'exploiter de manière viable. Donc, ceux qui arrivent à l'exploiter, la police, je disais, les militaires, tout ça, parce qu'eux, ils ont de l'argent, n'est-ce pas? Ils sont pas là dans un contexte de rentabilité, il y a des budgets qui sont alloués à ça, mais pour tout ce qui est ces compagnies qui font des petites balades avec les touristes et tout ça, faut oublier. Alors, je disais que ce qui s'est passé, c'est que le 10, on a le PDG d'une compagnie, d'une branche de Siemens, donc il est PDG de la branche espagnole. Il est arrivé à New York, je ne sais pas quand, le jour même ou la veille, il arrive. À ce moment-là, il est avec son épouse et ses 3 enfants. Alors, je veux dire, vous voyez la situation qui est extrêmement dramatique. On a donc ce couple de 5 personnes, dont 3 enfants, qui embarquent dans cet hélicoptère qui avait volé plusieurs fois la journée. D'ailleurs, j'ai pu obtenir l'image du vol précédent, le drame. Je l'ai acheté. Simplement, je fais passer pour un touriste. Hein, accompagner les vents en ligne. Je paye $50. Voilà, je l'ai acheté. Je voulais voir l'hélico juste avant le vol fatidique. De l'extérieur, rien à voir. Tout a l'air nickel. Tout a l'air carré. Je vous montre l'image lors du montage. Et en fait, ils vont monter vers 3 heures, grosso modo. Ils décollent d'un hélipad, c'est un hélipad qui n'est pas très loin de la Statue de la Liberté. Et donc, ce qu'ils doivent faire, c'est... Ils font déjà un petit tour, hein, près de la Statue de la Liberté, comme ça on peut bien la voir. Et puis après, ils commencent à remonter l'Hudson. C'est un fleuve assez large qui sépare le New Jersey et New York. Et puis il regarde, vous savez, le tour classique de New York, mais en accéléré. Parce que New York, tu sais, c'est toujours très difficile de rouler là-bas, tout ça. Donc si tu veux faire tous ces monuments, ces gratte-ciel, ces machins, ces lieux historiques par voiture, bah, t'en as pour une semaine. Alors qu'un hélico, bon, 20 minutes, 30 minutes, c'est bouclé, quoi. Donc, tu vois, c'est d'où l'intérêt, n'est-ce pas, de ces engins-là. Donc, il remonte l'Hudson. Il vole pas très haut parce qu'il y a clairement comme c'était, vous rappelez-vous le cas
à Washington DC, c'est toujours les voies aériennes, les zones terminales des aéroports, les axes d'approche, tout ça, donc il reste à quelques centaines de pieds, n'est-ce pas? Et il continue à voler vers le nord, grosso modo. Il arrive à un pont George Washington, et pratiquement tous les hélicoptères font demi-tour là-bas. Donc il fait demi-tour, il revient vers le sud. À un moment donné, et là les caméras de surveillance vont choper ça, c'est que il n'y a aucune action spéciale de la part du pilote. L'hélico est en train de voler réglo. Les communications radio sont sorties, c'était des communications radio de routine. Il n'y a jamais eu de message d'urgence. Ça signifie que le pilote n'a jamais eu de warning, si vous voulez. Il n'y a pas eu une alerte, il n'y a pas eu un départ d'incendie, il n'y a pas eu une alarme, rien du tout. Il n'y a rien eu de tout ça. On a un hélicoptère qui est en train de voler normalement, selon des règles de vol VFR, de règles de vol à vue. Communication normale avec la tour de contrôle. Et soudainement, il y a un événement catastrophique qui va arriver. Que va-t-il se passer? Ce qu'on voit dans les images, on voit l'hélicoptère qui fait une embardée, qui fait un tour brutal sur lui-même. Pardon pour l'hélico, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hein. Il n'y a aucune notion humoristique dans tout ça, c'est juste ce que j'ai trouvé. Donc je disais, l'hélico fait un tour brutal sur lui-même. Il va faire un tour brutal comme ceci. Autant qu'on puisse en juger par les images. À savoir, il n'y a pas de boîte noire sur cet hélico, ni il est censé en avoir. Donc, grosso modo, ça va se faire, l'étude du NTSB, qui est en train de faire son enquête, ça va se faire sur les images vidéo, sur les photos prises par les uns et les autres, les caméras de surveillance, les tracés radars, potentiellement aussi quelques puces, hein. Vous savez, il y a toujours un petit peu d'électronique. C'est un hélico qui date, c'est un Bell 206 qui date de 2004. Hein. Il a 21 ans d'âge, à peu près 10 000 heures de vol. C'est OK, hein. C'est pas ultra vieux, hein. C'est pas une antiquité. Hein. C'est un âge tout à fait décent pour une machine comme celle-ci. Donc, je disais, brutalement, il fait demi-tour. D'accord? Et il va partir en tombant vers l'eau. Il tombe dans l'eau. Il tombe dans l'eau comme ceci. La chute, entre le moment, si on regarde la vidéo, entre le moment où il fait où on sent qu'il y a un événement anormal qui commence, ça signifie qu'il fait comme ceci, il fait pratiquement 180 degrés, et l'impact est à peu près 8 secondes. Ça signifie qu'il y a 8 secondes de chute vers l'eau, et il va tomber dans l'eau. Tout le monde est mort. Il paraît que 2 personnes ont été repêchées vivantes, ou entre la vie et la mort, dirions-nous, et elles sont mortes plus tard. Mais les 6 occupants ont été tués. Donc, la chute, si vous voulez, va se faire comme ceci. Ça signifie qu'il va tournoyer sur lui-même, et il va tomber à inverser. Alors, quand on regarde les images, on va voir qu'il y a de nombreuses pièces qui sont en train de flotter autour. Ça signifie que ce n'est pas tout qui tombe en même temps. D'ailleurs, quand on regarde l'impact, on va voir que la cabine principale tombe en premier, suivie par d'autres objets qui font un petit peu des geysers sur l'eau. Donc probablement, le NTSB va s'appliquer à les chercher au sonar et les localiser, puis envoyer des plongeurs pour les remonter. Mais il y a un objet particulier qu'on va voir, qui se voit très très bien et qui est très caractéristique, on va facilement l'identifier. C'est le rotor principal. Mais pas seulement le rotor principal. Ça signifie que le rotor principal n'est pas parti tout seul. Il est parti avec la boîte de transmission. Ah oui, ça signifie, ce qu'on est en train de voir littéralement, ce qui est sûr et certain, je ne sais pas si l'événement a commencé par ça ou s'il est venu d'autres choses, mais ce qu'on est sûr et certain à ce stade, c'est que on a cette partie-là, cet assemblage que vous voyez ici, qui s'est désolidarisé de l'hélicoptère. Okay? Donc on a le rotor avec la boîte de transmission principale qui sont partis. Donc, ici, on a une rupture. Est-ce que cette rupture, c'est elle qui a initié cet événement-là, cet accident? Ou bien est-ce que cette rupture est venue après autre chose? Après des accélérations, des forces énormes liées à une fracture ailleurs? On verra ça plus tard, à la fin, quand l'NTSB émettra son rapport. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que, je vais vous montrer ça, la vue, l'image normale, puis l'image très très zoomée, vous allez voir jusqu'au pixel, vous allez voir qu'on a un rotor,
et on voit dessous quelque chose comme ceci. On voit quelque chose, on voit un objet, n'est-ce pas? On voit un objet dessous. Ça, c'est la boîte de transmission principale. Donc, ce qu'on a, c'est que cette boîte s'est arrachée avec le rotor. Alors après, bien sûr, ce qu'on a, on a ça. Ici, il y a une fracture ici. On a toute cette partie-là, la queue de l'appareil qui part. Elle a été cassée, probablement à un moment donné, avec les forces d'accélération, à moins que ce soit elle qui a initié tout ça. On verra ça plus tard. Puis trouver un accident qui date de la fin des années 2010 avec un Canadien, un hélicoptère canadien qui a été, où tout ça est parti parce qu'il y a des supports qui permettent de maintenir la boîte de transmission principale. C'est pas les bras, c'est d'autres supports. Eh bien, il y en a un qui a été réparé. Ça, je vous disais tout à l'heure sur les problèmes financiers de ces compagnies. Figurez-vous qu'il a été réparé. Ça signifie on est, et c'est ça que ne veulent pas comprendre ces compagnies qui exploitent les hélicoptères, c'est qu'il y a des pièces critiques. Une pièce critique dont la défaillance peut donner, une situation catastrophique avec la perte de l'appareil. Ce ne sont pas des pièces qu'on répare. On ne les répare pas. Quand on a un problème, on la jette à la poubelle et on met une autre à sa place. Or, eux, ils l'ont emmené en atelier, ils l'ont réparé. Ça signifie que le constructeur original, le constructeur initial, en fabriquant ça avec une technologie ultra de pointe, et malgré tout, elle a fini par se fissurer, eh ben on pense qu'un technicien, dans un atelier, travaillant à la main, va pouvoir la restaurer, la réparer, et la remettre en place, et elle aura une performance équivalente ou supérieure à la performance de la pièce neuve. Vous voyez le genre de folie que c'est? Il y a aussi, dans l'une des vidéos que je partage avec vous, qui vous montre la réticence que j'ai envers ce genre de compagnie, ils avaient des écrous, et ces écrous comportaient un joint torique, un joint en plastique dedans, qui est inséré dedans, il vient avec, pour éviter qu'il ne se dévisse tout seul. Et donc, le manuel d'entretien disait, si on arrive à les serrer à la main, donc on les enlève, si on arrive à les serrer à la main, c'est que probablement il y a un souci, il faudra les jeter, les remplacer. Si on voit qu'ils sont durs et qu'on n'arrive pas à les serrer à la main, qu'on doit utiliser une clé, c'est que, bon, on peut leur donner encore un autre cycle de vie et les placer. Sur des éléments critiques. Pourquoi ne pas faire simple? Pourquoi ne pas dire, si on les enlève, au moment où on les enlève, ils partent directement à la poubelle, et on les remplacera systématiquement par d'autres. Au lieu de rentrer dans le jugement, la main, alors on ne sait pas, parce que celui-là peut-être, il est très fort, l'autre il est faible, on ne sait pas, ce genre de jugement à la main n'a aucun sens, c'est un jugement subjectif. Mais non, on va rentrer sur des écrous qui sont critiques, on va rentrer dans des considérations de la sorte, juste essayer de ne pas le jeter à la poubelle. Mais finalement, le gars il s'est dit, non, ça va, ça m'a l'air ok. Il les a utilisés. Il y en a un qui s'est déroulé tout seul avec le temps, avec les vibrations. Et puis bon, ça a causé la perte de l'appareil. Voilà, pour un écrou. C'est tout, aussi simple que cela. C'est pour ça que, personnellement, j'ai perdu confiance dans ces compagnies-là. Je ne veux plus entendre parler d'elles, je ne veux plus rien avoir avec ces compagnies et je ne leur fais pas confiance. Et ça, c'est de manière, on va dire, du premier jusqu'au dernier. Je ne suis pas en train de dire certains ou pas certains. Quand vous allez, je suis en train de vous dire, pour être clair, quand vous allez en vacances ou quand vous allez en voyage quelque part et on vous propose des tours en hélicoptère, ne le faites pas. Pensez à votre famille, pensez à vos enfants, n'allez pas dedans. Parce que même s'il vous arrive rien, vous avez pris un risque. C'est comme les personnes que je vous ai montrées, n'est-ce pas? C'est des gens, ils ont été avec cet hélicoptère le matin, bon, ils ont eu de la chance, ça aurait pu exploser durant leur voyage à eux. Bon, c'est tombé sur d'autres, aussi simplement que ça. Si ces Espagnols avaient pu descendre et tout ça, et rentrer chez eux, ceux d'après seraient morts. C'est tout, je veux dire. Voilà, c'est pour ça que, honnêtement, n'approchez pas ces hélicoptères-là. Voilà. Donc, on va voir, une fois qu'on aura le rapport final, ça sera peut-être dans 2-3 ans, il y aura peut-être un rapport préliminaire avant, et un truc que vous pouvez observer, c'est que parfois le NTSB, relativement tôt durant son enquête, eh bien, il va émettre très vite des recommandations, parfois directement, parfois par le biais de la FAA. La FAA et le NTSB peuvent enquêter les deux. D'ailleurs, la FAA enquête souvent sur les accidents. C'est pas seulement l'apanage du NTSB. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que parfois,
ils vont émettre des recommandations. Par exemple, nous demandons à tous les exploitants de Bell 206, machin, telle série, machin, aller regarder, inspecter telle pièce immédiatement, ou avant 100 heures de vol, ou dans les 2 semaines, ou autre. Ils donnent généralement un temps. Dire inspecter, ou bien inspecter avant chaque vol, ou inspecter chaque semaine, ou autre. Donc, si le NTSB ou la FAA émettent une recommandation de la sorte, là, on saura dans quelle direction s'oriente leur rapport. Parfois, c'est ça qui permet de savoir. Parce que eux, quand ils voient qu'il y a un problème, ils détectent qu'il y a une pièce qui a été mal usinée, etc., ils ne vont pas attendre que le rapport final sorte. Ils vont tout de suite émettre, dans l'intérêt, on va dire, des gens, dans l'intérêt de la sécurité aérienne, ils vont émettre des recommandations. Donc voilà, mes amis. Vous savez, je vais vous dire entre nous, hein, on est entre nous en train de parler, il y a plein de gens, ils disent, moi j'ai peur de l'avion. Okay, j'ai peur de l'avion. Moi, je n'ai pas peur de l'avion. Moi, j'ai peur des pilotes. C'est ça. Et je vous assure que depuis que je crée ce canal, je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais je vais vous le dire quand même. Depuis que je crée ce canal, j'ai la confiance d'énormément de pilotes à travers la planète qui partagent avec moi les histoires d'horreur. C'est des histoires d'horreur qui me laissent pantois, qui dépassent ce que je croyais, n'est-ce pas? Il y a énormément de pourrissement à tous les niveaux aujourd'hui. Donc, ce que je peux vous dire, je ne peux pas vous être plus spécifique que ça. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous devez prendre un avion pour aller en vacances ou autre, prenez de grandes compagnies. Prenez des compagnies réputées. Prenez des compagnies, des logos établis, des compagnies qui existent depuis longtemps, qui ont beaucoup d'avions, qui ont une grande flotte, qui, au moment où je suis en train de vous parler, ont beaucoup d'avions qui sont en vol maintenant. D'accord? Les autres. Si vous regardez le logo de la compagnie, vous ne savez pas qui c'est. Hein, si vous regardez comme ça l'Airbus ou le 737 ou autre, et vous ne savez pas qui c'est, vous l'avez jamais vu de votre vie, je vous dis un truc, juste entre nous. Voilà, ne la prenez pas, changez de compagnie. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'aurais pas dû vous dire ça, mais je vous le dis quand même. On est entre nous et je pense que au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol de tout ça. D'accord ? À très bientôt.